Philippe Binder, Poitiers. Donc, remarque à Laurent Rigal et une question. Donc, j'ai fait partie de l'étude de Baclouville et j'ai organisé la requête en Poitou-Charentes. Moi-même, j'ai inclus 5 patients. Sur ces 5 patients, à la levée, ils ont tous suivi le protocole. À la levée, il y avait donc un qui était placebo et un qui avait un résultat absolument extraordinaire. Il avait 15 ans d'alcoolisation à 3 litres par jour et ça a été miraculeux, etc. J'ai accompagné ce patient et une abstinence qui a duré 3 ans. Et il est revenu, la personne qui était sous placebo, qui est donc notée comme une réussite, a rechuté extrêmement vite après l'arrêt de la prise en charge. Je dis ça parce que quand le patient est revenu sur une alcoolisation liée, comme l'a dit Marc Auriacombe, à des effets de vie, etc., évidemment, j'ai recommencé le même protocole. 3 ans après, c'était très enthousiasmant. Sauf qu'il ne remplissait pas le gros cahier, je ne l'intégrais pas, et il y avait tout le travail du donnage de boîtes avec des comprimés blancs qui venaient de ma réserve, qui n'étaient pas à la pharmacie, etc., qui étaient différents. Et le résultat, c'est que nous sommes montés à 350 mg sans absolument aucun effet sur la même personne 3 ans après. Je suis passé, au bout d'un certain temps, à dépiter lui aussi. On a le méphène, on a eu un effet très moyen. Et actuellement, il est au Valium le week-end, uniquement. Donc, je veux dire que cette analyse, cette étude est faite pour des prescriptions ultérieures. Et moi, je m'interroge sur la puissance de la participation à une étude, c'est un effet placebo que vous connaissez bien, qui s'est annulé lorsqu'on a recommencé la prescription. Ma question est la suivante, qui n'a peut-être pas trop à voir. Pourquoi la sortie de cet article tarde autant? Parce que quand même, depuis 2013, on attend et on va être bientôt en 2019. Oui, le micro, c'est bon. Ouais. Donc, je suis d'accord avec vous, l'article tarde à sortir et bon, j'aimerais bien qu'il sorte moi aussi. Alors pourquoi il ne sort pas? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme je l'ai présenté, ce n'est pas un article ni blanc ni noir. C'est-à-dire que ce n'est pas le baclofène qui va révolutionner complètement la prise en charge des addictions, et ce n'est pas non plus le baclofène qui n'est pas un médicament pour l'addiction. C'est quelque chose qui est plus entre les deux. Voilà, c'est plus compliqué à publier parce que les éditeurs sont moins intéressés par ce type d'essai qui est blanc-clair, de mon point de vue. Voilà. Deuxième chose, c'est que c'est un essai compliqué. Vous y avez participé. On a eu beaucoup de données à récolter chez les médecins généralistes. On a eu beaucoup de données manquantes. On a fait un énorme effort pour récupérer un maximum de données manquantes pour en avoir le minimum possible, même si c'est quand même un essai avec beaucoup de gruyère, d'air. Donc on a perdu beaucoup de temps comme ça. Et dernière chose, on ne s'est pas toujours très bien entendu dans l'équipe. Quand on fait un essai comme ça, c'est en moyenne, je crois, publier un essai, c'est entre on va dire 7 à 8 ans de travail depuis le début. Donc nous, on a un peu dépassé ce délai-là. On a eu des problèmes dans l'équipe, on ne s'est pas bien entendu à un moment. Donc on a pris pas mal de retard. Maintenant, les choses vont mieux et il devrait bientôt sortir. On n'a pas fait non plus des choix éditoriaux forcément très pertinents en termes de rapidité, puisqu'on pensait pouvoir le publier dans les grandes revues internationales. Et même si on a été reviewé, on n'a pas du tout été accepté. Donc aujourd'hui, il est chez un éditeur qui a l'air intéressé par notre travail, qui est un éditeur spécialisé dans le traitement des addictions. Bon, on espère que c'est notre dernière étape. Voilà. Grimbert de Bobigny. Ma question est pour Monsieur Pouchin. Je ne comprends pas pourquoi vous nous citez des études sur l'abstinence pour un médicament dont l'AMM est la baisse des consommations.
c'est pas ce que j'ai fait. J'ai dit qu'il y avait... Elles étaient toutes basées sur l'abstinence et toutes mauvaises. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, j'ai mal fait comprendre. En fait, il y a des essais qui correspondent aux AMM abstinence et des essais qui correspondent aux AMM réduction de la consommation. Donc, l'aotal et l'analtraxone, c'est des essais d'abstinence et le nalméphène, c'est un essai de réduction de consommation. Donc, l'AMM correspond à ce qui a été démontré. Je parlais des études. Dans les études. D'accord. Bon. Moi, j'ai une question à poser à M. Riacombe ça m'a beaucoup intéressé. Tu me permets de te tutoyer ta présentation. En fait, tu as montré un graphique en disant le craving, ça augmente le risque de rechute. Okay, et réduire le craving, ça réduit le risque de rechute. Donc, ma question est, est-ce qu'il y a des essais randomisés qui montrent ça, c'est-à-dire que dont le critère principal, c'est la réduction du craving et qui débouche des interventions randomisées, j'entends, et qui débouchent sur une réduction du taux de rechute. Est-ce que ça existe ? Oui, et c'est en train de se développer, ou d'anciens essais sont en train d'être réanalysés en fonction de cet élément. D'accord. Hein, c'est-à-dire que on peut considérer aujourd'hui, le problème, c'est que juste prendre la consommation, elle confond. Le problème, c'est que de ne prendre que de prendre juste la consommation, c'est qu'on confond. Enfin, on ne se donne pas les moyens de distinguer entre un retour à un usage normal, peu importe qu'il soit peu probable. Dans l'absolu, il ne peut pas ne pas exister. Et l'expression toujours de l'addiction. Voilà. Donc, c'est un élément. Dans ce cas-là, si vous dites on va réanalyser des anciens essais avec cette vision-là, de votre point de vue, quel va être le niveau de preuve de ces résultats ? Il y a toujours, ça c'est un peu comme, voilà, c'est blanc, c'est blanc-gris, oui. Voilà. Et après, c'est faire des essais prospectifs, parce que dans notre champ, ce qui me fait penser par rapport on ne peut pas juste regarder un essai clinique sur une intervention, donc il a un mérite en soi, et il doit être regardé en soi, mais après c'est important de regarder par ailleurs quel rationnel y a-t-il pour penser que cette intervention, elle est susceptible de faire quelque chose, ou pas. Donc parfois il y a des essais qui se font un peu au culot, on dit, on ne sait pas, là c'est des usines à essais, donc on screen, on teste plein de médicaments, et dans le champ des addictions, on l'a fait parce qu'il y a beaucoup de besoins, donc on teste tout un tas de trucs sans trop réfléchir, mais parfois il y a des éléments pour lesquels il y a un rationnel, il y a un élément pour penser, le baclofène en fait partie, voilà, compte tenu de son mécanisme d'action, compte tenu qu'il fait ça, telle caractéristique, il y a des raisons théoriques de penser qu'il devrait avoir un impact. Après, c'est de construire. Donc après, quand un essai est négatif, est-ce que c'est l'intervention en soi, donc là, l'agent actif baclofène qui malgré les éléments théoriques, n'est pas opérationnel, ou que l'essai n'a pas été construit pour mettre en évidence ce qu'il fait. Vous voyez, c'est à l'époque où on essayait les antibiotiques sans avoir la notion que tous les antibiotiques n'agissent pas sur toutes les maladies infectieuses. Mais à partir du moment où on a eu cette notion qu'il faut apparier, tout à coup, ça change l'évaluation des éléments. Donc le craving, il est susceptible, parce que pour le moment, c'est considéré un peu comme un élément annexe, et donc c'est de construire des essais où c'est pas juste une mesure d'outcome, c'est aussi en quoi on fait pour que l'intervention agisse sur ce phénomène. Rémi Boussageon de Lyon est membre du comité scientifique, du conseil scientifique du CNGE. Moi, je tiens d'abord à féliciter toute l'équipe de Bacloville parce que c'est un essai clinique randomisé en soins primaires et c'est un bel exemple de travail de collaboratif. Donc bravo quand même pour avoir mené cet essai. Maintenant, j'en viens à ma question. Mais d'abord, je vais vous lire la conclusion du comité scientifique temporaire de l'ANSM. En conclusion, et en l'état des données évaluées par le CSCT, l'efficacité du baclofène dans la réduction de la consommation d'alcool chez les patients adultes présentant une dépendance à l'alcool, telle que présentée dans le dossier de demande d'AMM, a été jugée cliniquement insuffisante.
Ceci ajoutait un risque potentiel accru de développer des effets indésirables graves, etc. En particulier à des doses élevées, conduit à considérer que le rapport bénéfice-risque de l'utilisation du baclofène dans le traitement de patients alcoolodépendants est négatif. Comment, tous les quatre, expliquez-vous aujourd'hui, malgré une conclusion qui dit sans appel que le rapport bénéfice-risque est défavorable, comment la transparence a pu accorder l'autorisation de mise sur le marché de ce produit toxique? Et il en va de la crédibilité de l'AMM et de la transparence et des agences de régulation. Merci beaucoup. Si je peux apporter une modulation de ton intervention, là, c'est un avis qui est autenté avec les essais qu'on a autentés, et on a vu tout à l'heure qu'on a eu une remarque sur les essais qui étaient présentés, qui étaient sur l'abstinence, mais on était avant on prenait l'abstinence, et donc les essais étaient forcément sur l'abstinence. Maintenant, ça a évolué, on est plus sur la réduction des consommations, et donc finalement, il y a beaucoup moins d'essais sur la réduction de consommation. Et voilà, cette évaluation, elle est à ce tenter-là, et ça ne veut pas dire que ça peut ne pas évoluer dans le futur avec d'autres essais sur la réduction de consommation. Ça, je crois qu'il faut moduler un peu là-dessus. Après, je pense que les autorités de santé, en effet, à la NSM, pour les débats que j'avais pu apercevoir une fois en étant invité extérieur, c'était vraiment des essais au départ, et tout leur raisonnement au départ était vraiment sur des données de sécurité. Donc ils ont pris leur décision sur des données de sécurité, est-ce qu'il y avait plus d'effets indésirables ou pas, est-ce que ça mettait les gens en difficulté, en danger, et donc après forcément on s'est retrouvé dans une RTU et dans des choses, de toute façon c'était compliqué de faire marche arrière. Peut-être qu'en effet l'agence aurait pu attendre plus, enfin voilà, en tout cas la décision initiale, je pense qu'elle a été plus sur la sécurité sans analyser l'efficacité, et que ça nous a mis dans la situation dans laquelle on est, et qui est ni favorable, voilà, qui n'est pas quelque chose de bien pour les patients aussi qui prennent du baclofène, parce que finalement on ne sait pas trop où on va, et peut-être qu'il aurait mieux valu attendre plus de données d'efficacité pour autoriser ce médicament dans des conditions plus favorables, enfin, si elles surviennent. Rémi, je vais essayer de t'éclairer. En fait, il y a eu 3 strates dans la décision. La première strate, c'est celle que tu viens de citer, donc, qui était un comité scientifique spécialisé temporaire, composé de 5 personnes très compétentes dans l'évaluation du bénéfice-risque, dont une Italienne et un Autrichien. Et c'est effectivement, eux, ils ont considéré comme ça. Mais derrière, dans la procédure de l'AMM par la NSM, il y avait ce qu'on appelle un comité ad hoc. Et ce comité ad hoc regroupait les gens de la NSM, les représentants des patients et des médecins, et puis un membre du CSCT, qui est Marc Bardou de Dijon. Et donc, cette discussion a eu lieu entre voilà, l'ensemble de ces personnes, et la NSM a considéré que, compte tenu de l'importance du problème en termes de santé publique, compte tenu du besoin très peu ou très mal couvert d'un point de vue thérapeutique, la NSM a décidé de prendre ce risque. Mais elle a pris ce risque, si tu lis bien l'AMM aujourd'hui, dans un cas très 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 précis qui est pas de plus de 80 mg, en deuxième ligne après échec des autres produits, avec une surveillance très très rapprochée. Tout ça pour essayer de voir si la cohorte qui a mis un petit peu le boxon dans toute cette histoire-là, si les effets indésirables, parce qu'effectivement, on peut s'interroger sur le bénéfice et le risque. C'est-à-dire quand Laurent dit, ben voilà, c'est un NNT à 5 en termes de réduction de consommation, et c'est un NNH à 6 en termes d'effets indésirables graves, on peut effectivement s'interroger sur la balance bénéfice-risque. Mais une fois qu'on a ça, c'est de la mission des autorités de santé de prendre un risque ou de ne pas prendre un risque. Et elle a pris un risque avec, d'après ce que j'ai compris moi, un encadrement de la prescription à 80 mg ou plus, mais on ne décide pas tout seul, etc., pour éviter au maximum ce que laisse supposer l'étude de cohorte, qui n'est quand même pas une étude de cohorte qui est totalement convaincante. Mais il y a un signal quand même. Vincent Miramont, Paris. Merci de l'évolution de la conversation jusqu'à M. Auriac, qui a voulu prendre un peu de distance par rapport au match et pas refaire le match tout le temps, puisque ça fait 5 ans qu'on fait le match. L'idée porte autour du craving et de la question pulsionnelle, parce que je trouve que votre définition du craving est très proche de la définition de la pulsion. Et je voudrais savoir si vous avez pris des modèles un peu pulsionnels autour de Ferenczi ou Freud pour analyser la question de ces
ces mouvements pulsionnels chez l'individu qui peuvent se décaler aussi bien sur un médicament que sur le médecin ou sur autre chose. Et si des études sont en cours autour de sexualité, pulsion et alcool. Merci. Je réfléchis. Parce que aujourd'hui, autrefois j'étais psychiatre, aujourd'hui je suis addictologue, donc il faut que j'essaye de me ressouvenir. Mais non, enfin, je ne sais pas. Je vais être très simple en fait. La question que vous décrivez du craving, c'est la question de la pulsion, comme le décrivait Freud il y a 100 ans. La question de qu'est-ce qu'on fait avec la pulsion, et c'est donc l'évolution de cette pensée autour de comment on gère cette pulsion, et vous évoquez le fait de recherche autour du craving. Voilà. Donc c'était plus avancer dans cette réflexion-là, plutôt que refaire le match pendant 5 ans autour du baclofène, pas baclofène. On a des patients qui viennent, qui ont du baclofène, d'autres n'en ont pas. On se fait un débat tranché, binaire, est-ce que c'est bien ou pas le baclofène? On ne fait pas ça sur les antidépresseurs. On sait très bien que ça marche parfois, que ça ne marche pas parfois, et parfois il faut utiliser d'autres choses. Mais sur le craving particulièrement, et donc sur la question de la pulsion, comment est-ce qu'il y a des études ou est-ce que ça vous a donné envie de réfléchir sur les modèles de type de Ferenczi sur l'addiction, par exemple? C'est pas dans mon champ de compétence. Je ne sais pas. Je suis désolé. Mais d'autres personnes peuvent savoir. Dans la salle ou... Oui. Très bien. Henri, donc sans réponse. Mais, non, je veux dire que... Enfin, à force de réfléchir, peut-être que... enfin, non, la question est... Je ne sais pas si le phénomène que Freud a décrit et a appelé pulsion, est-ce que cela correspond à ce qu'on décrit et qu'on appelle craving aujourd'hui dans le contexte que j'ai décrit? Ça demande à être regardé. Je ne sais pas, il faudrait aller relire, revérifier. Je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas... En clinique quotidienne, la question de alcool et sexualité ont des liens très intéressants, en particulier autour du psychotraumatisme et autour de beaucoup de choses, autour de l'oralité ou de la sexualité. Et on n'en parle pas du tout, là. Donc c'est ces questions pulsionnelles, qu'elles soient orales ou sexuelles. Et dans l'addiction, il y a la question de la pulsion comme dans le craving. Et donc mes questions tournaient autour du médecin généraliste, qui est aussi dans cet intermédiaire entre le modèle biomédical et le modèle plus psychanalytique, qui est de l'histoire du patient et de toute cette histoire pulsionnelle. Et ça me semblait manquant dans ce dont nous parlions. Merci. Enfin, pour répondre, ça me semble difficile de faire un pont entre le champ psychanalytique, je suis d'accord avec toi, et les sciences psychocomportementales mesurables. C'est très difficile. Je reviens à l'essai Bacloville et à la quantité d'effets placebo, pourcentage de patients qui sont de 30% dans le groupe placebo pour l'essai Bacloville versus 10% dans la méta-analyse de Liverpool. C'est beaucoup plus. Alors ma question, ça s'adresse à Laurent. Je sais que c'est déjà écrit et envoyé à la revue. Est-ce que dans la discussion de l'article, on parle de le biais de médiatisation? Parce que dans l'effet placebo, il y a eu aussi le fait que sur France Inter, on n'a pas arrêté pendant plusieurs années de parler de Bacloville, de baclofène. Non, les reviewers ne se sont pas jamais intéressés à cette question, Henri. Je suis désolé. Il y avait d'autres choses qui les turlupinaient plus, que j'ai essayé de présenter là, mais non, ils ne sont pas tellement intéressés à l'effet placebo. C'est vrai qu'il est très important, mais il est toujours très important dans les essais sur l'alcool. Hein. On sait qu'il y aura des grosses diminutions de consommation à partir du moment où les gens rentrent dans les essais. Et donc on s'y attend. Et c'est pour ça qu'il faut faire des essais contrôlés. Parce que sinon, si on met juste du baclofène, ça... Bon, voilà, c'est le problème des études d'observation et la force des essais d'intervention. Oui, Christophe Bercout, Lille. Moi, je ne suis pas dans Bacloville, mais par contre, je suis dans Baclophone. Donc, j'ai travaillé avec Benjamin Rolland et Sophie Gauthier, pharmacologue, Benjamin Rolland, addictologue, dans l'étude Baclophone, où les patients qui étaient mis sous baclofène avaient un coup de téléphone du service de pharmacovigilance
mensuel. Un, pour savoir s'ils continuent à prendre le baclofène, et deuxièmement, si ils avaient des effets indésirables. Donc ça a été une étude de pharmacovigilance proactive. Et bon, il y a eu quand même énormément d'effets indésirables extrêmement importants. Et paradoxalement, le fait de recueillir les effets indésirables a amené, bon, bien entendu, certains patients qui ont diminué leur consommation, etc., mais surtout énormément de patients qui ont abandonné le traitement parce que les patients eux-mêmes ont évalué que leur rapport bénéfice-effet indésirable était insuffisant. Ce n'est pas encore publié. Enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein. C'est-à-dire, nous, on a aussi fait une étude sur les effets indésirables. Et effectivement, dans mon expérience, il y a des patients qui décident que ça suffit tout seul parce qu'ils sont trop exposés à des effets indésirables et des perturbations qui ne leur permettent pas de poursuivre l'essai ou le traitement. Mais c'est vrai que c'est l'intérêt des essais comme ça. Et puis, c'est vrai que par contre, l'essai, une des grosses limites, c'est qu'autant on essaye d'approcher l'efficacité. Par contre, on approche assez mal les effets indésirables parce qu'on n'a pas un suivi très prolongé et peu de patients. Donc, c'est l'intérêt des études pharmaco-épidémiologiques. Alors, c'est vrai que celle de la CNAM a certaines limites, mais baclofen a certainement un grand intérêt à ce niveau-là. C'est pour Marc Auriacombe, Philippe Binder à Poitiers. Très rapide, Philippe. Très rapide. D'une rapidité Nous avons extrême. remarqué que les rechutes sont liées à 2 facteurs indépendants, la gestion du stress par débordement et le conditionnement opérant. Est-ce que le craving a un lien, de près ou de loin, avec soit le conditionnement, soit le stress? Réponse courte? Oui, bien sûr. Sans doute. J'ai participé aussi à l'étude de Bacloville. Mais je me pose plein de questions par rapport à l'étude CNAM là, qui a comparé le baclofen aux autres médicaments. Ils n'ont pas comparé le baclofen à la consommation d'alcool pour la mortalité. Non. Et est-ce qu'il n'y avait pas un biais parce que, est-ce que les consommateurs de baclofen à haute dose n'étaient pas beaucoup plus malades que les autres parce qu'ils voulaient absolument s'en sortir? Est-ce que ça a été pris comme critère? La réponse est non, parce qu'en fait, c'est une étude de cohorte rétrospective. Donc, quand on fait une étude rétrospective, on se démerde avec les données disponibles. On ne les prévoit pas. Donc, ce qu'on recueille, c'est ce qu'il y a dans la base. Et donc ça nécessite après de faire des analyses, puisqu'on compare 2 choses, 2 groupes, de faire des analyses ajustées sur les différences entre les groupes. Sauf que là, dans cette cohorte-là particulièrement, on n'avait pas toutes les données qui permettaient de faire un ajustement biostatistique. C'est-à-dire que, par exemple, on n'avait pas la consommation d'alcool des gens sous baclofen versus la consommation d'alcool des patients qui prenaient un produit avec une AMM. On n'avait pas précisément les posologies. Okay, on avait des posologies qui étaient basées sur ça a renouvelé. Ils ont renouvelé leur prescription ou leur délivrance dans une pharmacie. Donc c'est en cela que cette étude de cohorte, c'est juste un signal de pharmacovigilance, mais d'un point de vue de la qualité de la preuve, les ajustements ne sont pas suffisants pour remporter la conviction. Donc ça permet juste d'avoir un signal, et l'ANSM a utilisé ce signal parce que pour remettre la dose maximale de la recommandation temporaire d'utilisation à 80 mg, qui paraissait la posologie la moins dangereuse par rapport aux posologies de baclofen beaucoup plus élevées, en fonction de ça et de la littérature. Je n'ai pas répondu à la question. Oui, non, mais c'est très compliqué, je crois. Et puis, les cohortes, c'est toujours très compliqué. C'est pour ça que. Voilà. Parce que quand on meurt d'un état de mal épileptique, on peut aussi le mourir d'un état de mal épileptique parce qu'on a un problème d'alcool. Absolument. Et pas forcément parce qu'on a pris du baclofen. Mais c'est bien ce que je dis. C'est pour ça que la force de la preuve c'est un niveau de cohorte, quoi. Donc c'est un niveau de preuve 3.
et par ailleurs empêcher de prendre du baclofène à plus de 80 mg à des patients qui sont très bien équilibrés avec 120 ou 150 et qui n'ont aucun effet secondaire, et qui risquent de rechuter en redescendant à 80 mg, c'est un peu dommage. C'est la décision de l'ANSM.